Bonjour à tous, je suis docteur Guillaume Laurent, je travaille au CHU de Rennes et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler du choc cardiogénique sur valvulopathie mitrale. Alors, dans ce topo, je parlerai uniquement de fuite mitrale et pas de rétrécissement mitral, parce que c'est quand même une pathologie qui est beaucoup plus rare en France et qui amène quand même moins souvent à un mécanisme, une situation aiguë de type choc cardiogénique. En revanche, on constate que la fuite mitrale est une étiologie assez fréquente du choc cardiogénique. Par exemple, dans le registre French Shock, dont vous avez forcément déjà entendu parler, donc photographie française du choc cardiogénique, eh bien, on constate que la fuite mitrale est retrouvée comme mécanisme étiologique chez près de 15% des patients. Donc, c'est la valvulopathie la plus fréquente et c'est de façon une étiologie tout de même assez fréquente. Il est important de bien comprendre le mécanisme de la fuite mitrale. On parle ici d'insuffisance mitrale, bien sûr, aiguë, et vous savez qu'on différencie l'insuffisance mitrale secondaire de l'insuffisance mitrale primitive. La fuite mitrale secondaire, la valve en elle-même, ce n'est pas la valve elle-même qui pose problème, c'est toute l'anatomie, les modifications de géométrie qui peuvent être dues à une dilatation de l'anneau, à une restriction des feuillets, parce qu'il y a un mécanisme ischémique, parce qu'il y a une dilatation du ventricule gauche. Ces fuites mitrales secondaires, on dit aussi parfois fonctionnelles, sont extrêmement dépendantes de l'état hémodynamique du patient en général, des conditions de charge, du remplissage, de la pression artérielle systolique, de la ventilation, de la pression respiratoire positive. L'évaluation, indépendamment de cette dépendance aux conditions hémodynamiques de la fuite, est très difficile. Si vous regardez dans le rétroviseur, vous savez que le seuil de sévérité de la fuite mitrale a évolué en France. Maintenant, en Europe, pardon, on considère que c'est une surface d'orifice régurgitante à plus de 40 mm², mais pendant un moment, on a dit c'est 20 mm². Donc ça vous montre bien, on est quand même passé du simple au double, ça vous montre bien à quel point il est difficile de savoir si la fuite est sévère ou non. Et donc, comme l'échographie peut être prise en défaut, il va être utile de multiplier les méthodes d'évaluation, et notamment une évaluation invasive peut être intéressante, par exemple avec réalisation d'un cathétérisme droit. Ces patients sont rarement en véritable choc cardiogénique. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, ils vont faire de l'insuffisance cardiaque sévère. Plus que la classification SKY, on peut ici par exemple reprendre la classification Intermax. C'est plutôt des patients qui vont Intermax 4, voire 3, des frequent flyers, ou des patients qu'on va avoir du mal à sortir de l'hôpital avant de traiter leur fuite mitrale. Donc ils sont graves, mais rarement en véritable choc cardiogénique. Donc, ces patients, il faut privilégier vraiment le traitement médical, puisque un traitement de correction de fuite mitrale, qu'il soit chirurgical rarement ou plus souvent percutané, ne se conçoit qu'après optimisation du traitement médical, incluant une revascularisation, incluant une resynchronisation si cela est jugé nécessaire. A contrario, la fuite mitrale primitive ou dégénérative est beaucoup plus souvent génératrice de choc cardiogénique. Alors les mécanismes sont extrêmement multiples, ça peut être une rupture de cordage, une rupture de pilier, ça peut être une perforation de valve, ça peut être dû à un mécanisme ischémique, dégénératif, traumatique, infectieux. Il y a beaucoup d'étiologies possibles. Et il sera vraiment fondamental de bien évaluer par l'échographie transœsophagienne le mécanisme sous-jacent de cette fuite. Par exemple, si le mécanisme est une perforation de feuillet, eh bien là, il n'y a pas de réparation bord à bord qui tiendra. Une diapo pour comprendre le cercle vicieux du choc cardiogénique sur la fuite mitrale. Bon, là, je pense que vous apprend rien. Si vous avez une fuite mitrale qui est extrêmement sévère, non seulement vous allez diminuer votre débit antérograde, diminuer votre débit cardiaque, donc générer une hypotension, une hypoperfusion périphérique. Il va y avoir une vasoconstriction compensatrice qui va du coup dégrader le flux coronaire, qui va aggraver le bas débit cardiaque. En plus, vous allez avoir une augmentation de votre pression dans l'oreillette gauche, donc de votre pression capillaire, donc œdème pulmonaire, donc hypoxémie, donc aggravation de l'ischémie myocardique. Et puis en plus, souvent, vous rajoutez un petit CIRS par au-dessus, inflammation, vasodilatation, etc. Une mauvaise idée serait de dire, moi je mets une ECMO, je mets des vasopresseurs à très grosse dose, je fais une expansion volumique, puisque là bien sûr vous allez
augmenter votre post-charge au niveau du ventricule gauche, vous allez majorer votre fuite mitrale, vous allez majorer votre œdème pulmonaire. Donc clairement, la gestion médicale du choc cardiogénique sur fuite mitrale, il n'est pas simple. On va le revoir tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui, sur une prise en charge en trois parties. Premièrement, le diagnostic. Deuxièmement, la gestion, donc ça c'était en vert. En jaune, la gestion en soins intensifs en secteur de réanimation. Et enfin, en rose saumonné, la partie vraiment traitement spécifique de la valvulopathie mitrale. On zoome, le diagnostic, on va faire un ECG évidemment. Est-ce que le patient est-ce qu'il y a des arguments pour une ischémie myocardique? Est-ce qu'il y a un passage en FA, qui est classiquement un facteur qui provoque la décompensation? Est-ce qu'il y a des troubles de la conduction? On va faire bilan biologique, NT-proBNP, gaz du sang, etc. On peut faire un scanner, pas sûr que ça soit un grand intérêt dans la fuite mitrale. Une échographie transthoracique, bien sûr. Et puis surtout, le plus précocement possible, une écho transœsophagienne pour vraiment comprendre le mécanisme de la valvulopathie mitrale et voir éventuellement à quel traitement le patient peut être candidat. Puis on va gérer la décompensation aiguë. Donc là, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que vous voyez que les flèches vont un peu dans tous les sens et qu'on est souvent sur du prudent et voilà, éviter ça, éviter ça, éviter ça. Donc les inotropes, pas forcément évident, peut-être plutôt de la noradrée, mais c'est pas vraiment évident. L'optimisation de la volémie, donc là encore une fois, ça peut être intéressant de mettre en place un cathétérisme droit. L'optimisation des données hémodynamiques, et puis enfin la ventilation mécanique, qui, elle, on va le revoir, va permettre non seulement d'améliorer l'oxygénation cardiaque et globale du patient, mais surtout va permettre de diminuer le travail myocardique et réduire la sévérité de la fuite via la pression expiratoire positive. Enfin, le traitement spécifique, vous voyez que assez facilement, on va considérer early and tier, donc on va voir donc la réparation bord à bord qui est à considérer en fonction du risque opératoire. Évidemment, il faut parfois considérer aussi une prise en charge palliative si les patients sont trop graves et qui sont trop avancés dans le choc cardiogénique. Il y a des patients qui vont décéder quel que soit le traitement que l'on peut leur proposer. On va avoir une place intéressante pour la réduction de la post-charge, pour la décharge du ventricule gauche, que ce soit par la contrepulsion, par l'IMPELA. Donc l'ECMO, sûrement pas une bonne idée puisqu'on va augmenter la post-charge. Et puis donc on va considérer une réparation bord à bord, éventuellement une chirurgie, mais il faut que le patient ait un risque opératoire acceptable, ce qui est rarement le cas dans le cas du choc cardiogénique. Dans tous les cas, il est vraiment important d'avoir une concertation multidisciplinaire impliquant le médecin de soins intensifs de réanimation, le chirurgien cardiaque, le cardiologue interventionnel, l'échographiste, bien sûr, et puis le spécialiste de l'insuffisance cardiaque. Je vous propose un petit cas clinique. C'est un cas de cette patiente de 84 ans qui est vraiment super. Elle n'a aucun antécédent médical. C'est la première fois qu'elle rentre à l'hôpital et elle rentre par la grande porte puisqu'elle est franchement dyspnéique et rapidement elle passe en œdème pulmonaire et même en choc cardiogénique. Les lactates montent d'emblée à 9. Elle avait une créate normale, nous dit-on auparavant, et là elle a 209 de créatinine. Elle est mise sous dobutamine, elle est réfractaire à la dobutamine. Sur l'échographie transthoracique, on voit qu'elle a une fuite mitrale qui est extrêmement sévère. Que peut-on faire pour cette patiente? D'abord, il va falloir la stabiliser. Donc là, c'est l'intérêt de la décharge du ventricule gauche. Et rappelez-vous par exemple que la contrepulsion, qui est clairement plus du tout à la mode dans le post-infarctus et notamment dans le choc cardiogénique en routine, reste recommandée lorsqu'il y a une cause mécanique au choc cardiogénique et notamment une fuite mitrale par exemple sur une rupture de pilier. Voilà le ballon de contrepulsion et cette diapo qu'on vous remontrera demain sur le topo sur le ballon de contrepulsion. Bien, vous voyez là c'est un patient, c'est une mesure de la pression dans l'oreillette gauche. C'est une patiente qui avait une fuite mitrale extrêmement sévère, donc c'est avant réparation bord à bord. Vous voyez qu'on arrête le ballon de contrepulsion, on redémarre le ballon de contrepulsion, on le réarrête, et vous voyez qu'au battement près, eh bien, la mise en route du ballon de contrepulsion réduit de façon assez drastique l'amplitude de l'onde V mitrale, ce qui montre bien qu'on a une réduction de la fuite mitrale.
On peut bien sûr décharger ces patients par un ballon de contre-pulsion, mais on peut aussi les décharger par la mise en place d'une impella. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Ici, par exemple, un patient qui a eu 2 MitraClip. Donc ça, c'est quelque chose un petit peu plus compliqué, un peu plus onéreux, mais c'est des choses qui sont tout à fait possibles de faire. Et ça va nous permettre d'attendre quelques heures pour pouvoir réparer cette fuite mitrale. La pression expiratoire positive, on en a parlé, c'est quelque chose qui est très très efficace pour réduire artificiellement la fuite mitrale. Regardez ici ce patient qui a une fuite mitrale extrêmement sévère. On s'est amusé à ne pas mettre de PEP. On demande à mettre une PEP à 10 mm de mercure, une PEP à 15 mm de mercure. Et bien, vous voyez qu'on a un effacement complet de l'onde V mitrale qui auparavant était assez importante, et ce qui montre bien en fait que on a effacé artificiellement la fuite mitrale en augmentant, en améliorant aussi la coaptation des feuillets valvulaires. Donc là, encore une fois, ça va nous permettre non seulement de faciliter une procédure de réparation, mais surtout, ça va nous permettre de gagner quelques heures, encore une fois, de façon totalement artificielle. Donc, notre patiente qui était en choc cardiogénique, on a fait tout ça. On l'a endormi, on l'a intubé, on lui a mis une PEP à 10 mm de mercure, on a mis en place une contre-pulsion, et ça nous a permis de faire l'échographie transœsophagienne. Donc, je suis désolé, ma diapo ne passe pas bien, mais vous voyez qu'il y a un prolapsus qui est extrêmement important du feuillet postérieur qu'on voit ici. On voit une calcification du feuillet postérieur et donc une fuite mitrale qui est très importante. On voit également une rupture de cordage qui passe ici au-dessus, voilà, on l'a vu au-dessus du feuillet antérieur. Donc, que peut-on proposer à notre patiente de 84 ans qui est intubée, ventilée avec un choc cardiogénique dû à une fuite mitrale extrêmement sévère? Eh bien, c'est là où il faut avoir une discussion collégiale. Est-ce qu'on décide un traitement purement médical, c'est-à-dire palliatif? Est-ce que l'on propose une chirurgie? Est-ce que l'on propose un remplacement valvulaire transcathéter? Ou enfin, est-ce qu'on propose une réparation bord à bord de la valve mitrale? Donc, encore une fois, importance de la discussion en heart team de ces patients. Les recommandations, ici c'était en 2021, mais les plus récentes nous disent la même chose. Il faut considérer avant tout le pronostic spontané en dehors de la pathologie, mais du patient. On ne propose de traitement percutané, évidemment chirurgical, que lorsque le patient a une espérance de vie supérieure à 1 an. Là, c'est vrai qu'on avait affaire à une patiente de 84 ans, certes, mais qui était vraiment en très bon état général, qui n'avait pas d'antécédent. Donc, on essaie de lui proposer quelque chose si c'est possible. La chirurgie, bien sûr, et là encore, les dernières recommandations de 2025 nous disent que lorsque c'est possible, il faut faire une réparation, enfin une chirurgie plutôt de réparation pour ces fuites mitrales primitives, mais attention, lorsque le patient est symptomatique, et là bien sûr elle l'est, mais surtout lorsqu'elle est considérée opérable par la heart team. Ici, alors, il y a plein de scores, hein, on peut utiliser l'Euroscore 2, c'est plus très à la mode, mais ça a quand même un intérêt puisque ça nous montre que la mortalité périopératoire chez cette patiente en choc cardiogénique de 84 ans, qui a une insuffisance rénale, qui est en NYHA4, eh bien, a une mortalité périopératoire de 30%. Sans surprise, l'équipe médico-chirurgicale récuse cette patiente pour une chirurgie. On peut ensuite considérer éventuellement les remplacements percutanés. Ici, c'est avec une prothèse qui est la Tendyne. On en a maintenant d'autres qui ont obtenu le marquage CE. Dans tous les cas, ce ne sont pas des traitements d'urgence. Il faut effectuer des scanners avec des analyses qui sont assez compliquées. Il y a beaucoup de patients qui sont exclus du processus, qui sont des screen failures. Donc, dans tous les cas, ce ne sont pas des procédures d'urgence. Et enfin, donc, la réparation bord à bord. Et clairement, les recommandations de 2025 nous disent que chez les patients qui sont symptomatiques, lorsque c'est techniquement, anatomiquement faisable, et puis surtout que les patients sont jugés à haut risque, eh bien, le remplacement valvulaire should be considered. On est sur du 2AB. Donc, c'est clairement l'option qui est privilégiée. Alors, un mot à propos de cette réparation bord à bord. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est de reproduire de façon percutanée
la suture bord à bord des feuillets valvulaires telle que décrite initialement par Ottavio Alfieri. On fait donc une ponction veineuse, un cathétérisme transseptal et on vient solidariser les deux feuillets de la valve mitrale. Ceci se fait donc sous un guidage ETO. Et pour ceux qui n'ont jamais vu, voilà, on voit ici très bien les bras du clip qui viennent se poser sur les feuillets. Les petits, ce qu'on appelle ici les grippers, donc les petits barbillons, viennent descendre et le clip se ferme et on a ainsi solidarisé les deux feuillets de la valve mitrale. L'intérêt, c'est que c'est une procédure qu'on fait à cœur battant, en situation entre guillemets réelle, et que là, à ce stade, on peut enlever le clip, on peut le repositionner, on peut le tourner, on peut le réorienter, on peut en mettre un deuxième, et donc on va avoir tout le temps qu'il faut pour faire une évaluation échographique, hémodynamique de la situation. Donc encore une fois, il faut bien prendre en compte le fait que la sévérité de la fuite va dépendre des conditions hémodynamiques. Donc on va monitorer la pression, on va regarder la pression artérielle. Bien sûr, ce n'est pas la même chose d'avoir une fuite mitrale minime lorsqu'on a 7 ou lorsqu'on a 160 de pression artérielle systolique. Tous les patients ne sont pas éligibles à une réparation bord à bord. Donc idéalement, c'est des patients qui ont plutôt des pathologies du segment 2, pas de calcification, des belles ouvertures, des belles longueurs de feuillets. Avec le temps, avec l'expérience, et si on est prêt à accepter des résultats un peu moins bons, on peut traiter des patients un peu plus compliqués, avec des surfaces d'ouverture un peu plus restreintes, des petites calcifications, avec des pathologies du segment 1 ou du segment 3. Et puis, à l'autre bout du spectre, restent des patients qui clairement ne sont pas éligibles à une réparation bord à bord, notamment lorsqu'on l'a dit, lorsqu'il y a une perforation valvulaire, lorsqu'on a vraiment une maladie de Barlow extensive, lorsqu'on a une patiente, une valve rhumatismale avec un rétrécissement mitral préexistant. L'avantage de cette technique, c'était une technique qui a très peu de complications. Ici, c'est le registre, donc il y a bientôt 10 ans, mais qui montre les résultats initiaux de la réparation bord à bord avec le système MitraClip aux États-Unis suite à la mise sur le marché. Donc c'est l'expérience initiaux de la procédure sur près de 3000 patients. Et vous voyez que les complications sont extrêmement faibles avec des patients qui étaient pourtant contre-indiqués à une chirurgie, des patients qui étaient à haut risque. Ici, on a un algorithme qui est présenté dans la prise en charge un petit peu sur le même modèle que ce que je vous ai montré tout à l'heure. On nous dit bien que donc, la réparation bord à bord est le traitement qui est le plus souvent proposé chez les patients qui sont en choc cardiogénique sur fuite mitrale. Et la chirurgie, c'est vraiment dans des cas sélectionnés. Papier qui dit toujours la même chose, mais là, ça insiste sur une chose, c'est que parfois, la réparation bord à bord peut être proposée en bridge vers quelque chose. Ça, c'est quelque chose que l'on fait. On a un patient qui est en choc cardiogénique, on a une anatomie qui est vraiment pas parfaite pour une réparation bord à bord. Parfois, on dit, OK, on va lui mettre un ou deux clips, on aura un résultat qui ne sera pas parfait, mais le patient, il va finir avec une fuite grade 2. Au moins, ça va permettre de sortir de son choc cardiogénique. Et puis, dans un mois, 2 mois, ou lorsque la situation se sera un petit peu tassée, on fera une réparation bord à bord un peu plus correcte. Donc ça, c'est une situation qui est parfois proposée, donc en réparation bord à bord en pont vers la chirurgie. Alors, quand même, la réparation bord à bord, il y a quand même quelques petits prérequis. C'est que pour faire une procédure comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que, bon, il faut avoir une salle adéquate, il faut 2 opérateurs, ça c'est au journal officiel, 2 opérateurs dont un cardiologue interventionnel, une équipe anesthésiste, un échographiste avec l'échographe, avec la sonde 3D, le matériel disponible sur place. Bref, vous comprenez qu'on peut faire cette procédure en urgence. C'est quand même une urgence relative. On ne peut pas faire ça, organiser ça en 10 minutes. C'est un petit peu plus compliqué que même une angioplastie où voilà, on ne peut pas la faire. Et ces procédures ne se font que dans les centres dotés d'une chirurgie sur place, comme actuellement les procédures TAVI par exemple. Bref, qu'en est-il de notre patiente? Eh bien, on l'a discuté, on a décidé de faire une réparation bord à bord, on lui a mis 2 clips, et vous voyez que ça c'était l'onde V en début de procédure, la même pression dans l'oreille gauche en fin de procédure, vous voyez qu'on a complètement effacé l'onde V, et regardez l'évolution, c'est assez spectaculaire. 4 heures après l'intervention, on a enlevé la contre-pulsion, on a arrêté la dobutamine, on l'a extubé la patiente dès le lendemain de la procédure avec une créatinine, une fonction rénale qui était revenue à la normale.
et la patiente est rentrée chez elle à 4. Ça, c'est l'évolution, l'échographie à 18 mois de la procédure. Vous voyez, il y a une toute petite fuite résiduelle, mais pas grand-chose, pas de sténose induite. Et en amenant 4 ans de follow-up, et la patiente va parfaitement bien. Alors, ce que je vous montre, c'est pas le mouton à 5 pattes. Vous voyez ici ce papier de Gilles Bertrand, qui a quelques années maintenant, qui vous montre l'évolution et la progression de réparation bord à bord réalisée chez des patients en choc cardiogénique. Vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement fréquent. Dans cette analyse, donc on analyse 38 000 cas de patients en choc cardiogénique sur fuite mitrale. Là-dedans, il y en a seulement 622 patients qui ont été traités par réparation bord à bord par le système MitraClip. Et donc, ils font un propensity matching. Donc, on se remet artificiellement dans les conditions d'une étude randomisée. Donc, on a 600 patients traités par MitraClip, 600 patients pas traités par réparation bord à bord. Sans surprise, la probabilité de survie à 1 an est meilleure dans le bras MitraClip que chez les patients qui n'ont pas été traités, avec un hazard ratio à 0,76. Donc on réduit la mortalité à 1 an de 25%, un nombre de patients à traiter de 11. C'est pas mal, c'est très bien, c'est très significatif, mais quand même on a envie de penser que si vraiment c'était la fuite mitrale qui était la cause du choc cardiogénique, on pourrait faire mieux. À mon avis, l'explication de ce résultat, je trouve en demi-teinte, tient à cette frise chronologique. Vous voyez ici, les patients sont admis à J0, premier jour, alors on va leur faire des pontages, etc. J5, on va leur mettre des Impella, on va leur mettre des ECMO, des contre-pulsions, on va les intuber, etc. Et puis J6, en même temps que la ventilation mécanique et l'hémodialyse, on propose le MitraClip. Quel est le sens d'attendre 6 jours pour proposer une réparation bord à bord sur un patient qui est en choc cardiogénique? De fait, dans l'analyse en sous-groupe, on constate que les patients qui ne tirent pas bénéfice de la réparation bord à bord sont les patients qui avaient besoin d'un support hémodynamique, ECMO, contre-pulsion Impella, les patients qui avaient une ventilation mécanique, les patients qui avaient une hémodialyse. Donc les patients les plus graves, et surtout les patients chez qui on a bien laissé le choc cardiogénique s'installer. Et puis quand on a corrigé la fuite mitrale, c'était trop tard parce que le cercle vicieux était déjà enclenché. Un autre papier qui a été publié en 2022 dans le JACC, qui compare cette fois chez 3800 patients nord-américains traités par réparation bord à bord dans un contexte de choc cardiogénique. Et là, on va comparer les patients qui ont un succès de procédure versus les 550 patients qui ont eu un échec de procédure. Donc, c'est des patients qui étaient vraiment en choc cardiogénique. On peut voir, je vais accélérer un petit peu, mais on peut voir détailler les causes de choc cardiogénique retenues. Donc, soit vraiment c'était les critères classiques, soit il y avait un support inotrope, un support mécanique, voire 2 de ces critères, parfois même 3 critères. On fait un ajustement en prenant en compte toutes les variables qui sont ici présentées. Et puis là, sans surprise, on voit que la mortalité passe du simple au double chez les patients qui ont un échec de procédure versus les patients qui ont un succès de procédure. Pareil sur le critère mortalité ou réhospitalisation pour insuffisance cardiaque à 1 an. Voilà, ici, donc on voit qu'on a besoin de traiter moins de 5 patients pour éviter un décès à 5 ans quand on a un succès de procédure versus un échec de procédure. Partant de là, de courageux investigateurs ont mis en place l'étude Capital-Minos qui randomise réparation bord à bord plus traitement médical optimal versus traitement médical optimal seul chez les patients en choc cardiogénique en rapport avec une fuite mitrale. Je dis courageux parce que je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à inclure des patients dans ce contexte. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de patients qui accepteront d'être randomisés pour être traités purement médicalement. On va passer sur cette méta-analyse qui inclut beaucoup d'études un petit peu hétérogènes et qui va bien sûr toujours dans le même sens. C'est surtout intéressant pour la revue systématique. C'est pour ça que je vous ai mis les références ici de ce papier. Alors, les conclusions, c'est que, vous l'avez compris, il est vraiment important d'avoir une discussion collégiale de ces patients qui ont une prise en charge quand même compliquée. Le but de cette discussion étant bien sûr de proposer le traitement approprié et puis surtout d'éviter d'éventuelles procédures futiles. Lorsque le patient est en choc cardiogénique, si on pense qu'il faut proposer un traitement, il faut le proposer rapidement.
Ça n'a pas de sens d'attendre 3, 4, 5 jours pour faire une réparation bord à bord si le patient est en choc cardiogénique. Pensez à l'intérêt de la décharge du ventricule gauche, contre-pulsion ou IVA, l'utilisation de la pression expiratoire positive. Si vous pensez qu'il faut corriger cette fuite mitrale, bien sûr, la chirurgie, et votre patient sera très souvent contre-indiqué par l'équipe chirurgicale, anesthésiste et réanimation. Donc, les alternatives transcathétaires, notamment la réparation bord à bord. Et enfin, je vous mets cette dernière référence ici qui compare un petit peu leurs recommandations versus les recommandations européennes. Et surtout, eux insistent donc sur la réparation bord à bord et surtout sur le fait que dès qu'on peut, on va faire une échographie transœsophagienne pour évaluer la faisabilité d'une telle procédure. Voilà, c'est la fin de ce topo. Je regrette de ne pas avoir pu être en direct, mais j'ai un conflit d'agenda, donc c'est la raison pour laquelle ce topo est enregistré. Vous avez ici mon mail, donc n'hésitez pas, si vraiment vous aviez des questions brûlantes, j'y répondrai avec plaisir et je vous souhaite un bon DU. Bonne journée.